Les élus communautaires du Pays de Bitche ont fait leur rentrée avec un point important à l'ordre du jour, le retrait ou non de la CCPB du SDEA, le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle. Après plusieurs heures de débat et d'échanges tendus, le vote à bulletin secret a été demandé. Résultat, la majorité des élus a voté contre le retrait. L'esprit Charlie sous la plume de lycéens, 14 établissements du Grand Est se lancent dans la réalisation de leur propre journal Charlie Hebdo, sous la houlette du conseil régional et avec l'appui de l'équipe de Charlie Hebdo. Sensibilisation au journalisme au lycée Henri Nominé, la reporter photographe et vidéaste documentaire Isabelle Serrault a passé 2 jours avec les élèves. Rentrée sociale haute en revendication, le 1er octobre était une journée nationale de grève, 800 manifestants ont arpenté le pavé à Metz. Une balade gourmande pour fêter 55 ans de jumelage, Enchenberg et Angartz marchent main dans la main depuis le 6 juillet 1969. 170 marcheurs gourmands venus des 2 côtés de la frontière ont participé aux festivités. Klezmer, de retour sur la scène du casino à Sarreguemines, le groupe strasbourgeois de musique klezmer et balkanique était en concert pour la 3e fois dans le cadre des Journées européennes de la culture juive. Spectacle burlesque au Moulin des Juillers, Jacques Chauveau a interprété le personnage de Dimitri Lapouille dans le spectacle qu'il a lui-même écrit « C'est ça que moi je dis ». Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On s'intéresse particulièrement à la liberté de la presse aujourd'hui, en particulier au niveau des lycéens. Ils n'avaient que 6 ou 7 ans lors de l'attentat de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 à Paris. Pourtant, les élèves que vous allez voir sont tous sensibilisés à l'esprit Charlie. La rédaction a voulu marquer le triste anniversaire des attentats où 12 personnes ont été tuées en proposant à des lycéens de créer leur propre journal Charlie Hebdo. La région Grand Est a accepté le projet et 14 lycées se lancent dans cette aventure, dont le lycée professionnel Simon-Lazare de Sarreguemines. Hier, 60 élèves étaient réunis à Metz pour participer à leur première conférence de rédaction en présence de l'équipe du journal. Reportage de Marie-Morgane Pires. Mais ça peut être une chronique marrante, voilà. Avec un ton marrant, parce qu'il en faut aussi dans le journal. Donc c'est encore un autre registre. Mais vous voyez, il faut avoir tout ça dans le journal, tous ces angles. Bénéficier des conseils de RIS, caricaturiste et directeur de publication de Charlie Hebdo. Un moment unique pour ces lycéens. 60 élèves issus de 14 établissements de la région Grand Est participent à un projet ambitieux, la création d'un numéro spécial de Charlie Hebdo. Il sera distribué dans les lycées le 7 janvier 2025, à l'occasion des 10 ans des attentats de Charlie Hebdo. Lorsque Charlie Hebdo a proposé aux régions de participer à un numéro, nous avons tout de suite validé l'opération. Pourquoi ? Parce que nos dispositifs actuels de la région vont déjà dans ce sens. On a des dispositifs qui sont destinés aux lycéens pour leur permettre d'apprendre des autres, de comprendre, de s'élever. Le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, Gérard Billard, et 2 journalistes étaient aussi présents pour une grande conférence de rédaction à l'hôtel de la région de Metz. Chaque lycéen a pu faire part de ses idées de reportage ou de dessin à intégrer au journal. Parmi eux, Léa, élève au lycée Simon-Lazare de Sarreguemines. L'égalité n'est toujours pas présente, en l'occurrence par rapport au salaire. Il y a encore des domaines dans lesquels ce n'est toujours pas pareil et il y a encore d'autres sujets dans lesquels ça se rejoint. Je me sens vraiment désorientée un peu, je ne m'attendais pas vraiment à ce que ça se passe comme ça. En fait, on remarque vraiment l'ampleur qu'il y a derrière ce projet. C'est durant cette réunion que je me suis rendu compte vraiment qu'on allait paraître dans le journal Charlie Hebdo. Donc franchement, c'est un honneur et je me sens vraiment très reconnaissante d'être ici aujourd'hui. Chaque lycée aura une page du journal à concevoir. De retour dans leurs établissements, les élèves vont réaliser un véritable travail journalistique, mais aussi pour certains se mettre à la caricature, à la manière de Charlie Hebdo. Là, c'est bien d'avoir un portrait de cette femme. On essaye de leur expliquer que voilà, comment ça marche un journal, qu'est-ce qu'est Charlie Hebdo, qui ne se contente pas d'avoir un avis qui est l'avis de leurs voisins ou de leurs parents, qui développent un petit peu leur libre arbitre, parce que c'est ça aussi qu'on essaye de faire dans Charlie Hebdo. Commémorer l'esprit Charlie et sensibiliser les jeunes à la liberté de la presse sont les objectifs de ce programme éducatif inédit.
Une initiative bienvenue dans notre société surmédiatisée où les vidéos pullulent sur Internet. Il est important de se poser les bonnes questions et d'interroger les sources. Qui publie quelle information? Quelle est son intention, sa ligne éditoriale? Pour sensibiliser les élèves du lycée Henri Nominet sur ces questions et sur bien d'autres encore, la reporter Isabelle Serrault a passé 2 journées avec eux. Reportage de Guillaume Dumonteil. Ils m'ont fait confiance. Ils m'ont raconté des choses de leur vie. Et puis, leurs photos apparaissent dans un journal autrichien avec une toute autre légende. Qu'est-ce que vous pensez que moi je ressens à ce moment-là? Sans doute de la colère et un sentiment de trahison. Le détournement du message initial de son travail de photographe-reporter en raison de la ligne éditoriale d'un journal contraire à ses valeurs, voici ce qui a incité Isabelle Serrault à cesser de travailler avec les agences de presse. Aujourd'hui, elle œuvre pour des ONG et des fondations et elle parcourt le monde pour montrer notamment quelles sont les conséquences des conflits qui s'y déroulent. Son expérience, Isabelle Serrault est venue la partager avec plusieurs dizaines d'élèves du lycée Henri Nominet venus pour l'écouter. Ensemble, ils ont abordé différents aspects de la guerre de l'information qui se déroule en France et partout dans le monde. Ensemble, ils ont échangé sur les limites de la liberté d'expression, l'hyperconcentration des médias, la désinformation, les deepfakes et parler des lanceurs d'alerte. Autant de sujets sur lesquels tout un chacun devrait s'interroger pour faire le tri parmi tout ce que l'on peut lire, voir et entendre, afin de déceler ce qui relève de la rumeur, de l'anecdote ou de l'information. Millionnaire ou milliardaire, donc il me faut... La liberté de la presse, c'est aussi rendre compte des décisions politiques. C'est l'heure de la chronique de Thibault. Thibault, lundi soir, c'était jour de rentrée pour le conseil communautaire de la CCPB, la communauté de communes du Pays de Bitche, et avec un point très important à l'ordre du jour, celui du retrait ou non du SDEA. Et oui, pour vous rappeler un peu le contexte, la communauté de communes du Pays de Bitche a adhéré au SDEA, le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle, par délibération le 17 octobre 2013. Elle lui a transféré sa compétence assainissement collectif et non collectif. Et suite à la fusion des intercos, la CCPB, par délibération du 7 décembre 2017, a transféré cette compétence sur les communes de Arène, Binin, Étain, Croix-Réderchin, Rallin, Rohrbach et Schmidwiller. Alors depuis quelques années, les relations ne sont pas au beau fixe entre le SDEA et la CCPB, et notamment avec la gouvernance actuelle. Après de nombreux débats, échanges de correspondances, réunions et décisions, le conseil de la CCPB, en date du 8 novembre 2023, a décidé de prendre une position favorable en vue du retrait de la CCPB du SDEA, d'enclencher notamment une étude d'impact et de statuer plus tard sur ce retrait. Alors, une partie des élus, évidemment, a voté contre. La gouvernance a considéré que les décisions successives adoptées par le SDEA sont gravement défavorables aux usagers du Pays de Bitche. Alors maintenant, il faut savoir aussi que la CCPB, je le rappelle, a créé aussi une régie d'assainissement, notamment pour prendre en charge les communes qui étaient au syndicat mixte d'eau et d'assainissement de la Bikenalbe. Fin septembre 2024, nous y sommes, conseil de rentrée, l'étude d'impact a été présentée aux élus et un point propose au conseil de demander le retrait de la CCPB du SDEA à une date souhaitée au 1er janvier 2025. Mais qu'a donné cette étude d'impact ? Alors je ne vais pas vous livrer les 118 pages, mais aller directement sur les conclusions de l'impact en cas de retrait. Pour les ressources et les charges, toutes les subventions attribuées, les subventions amorties, les marchés en cours, les conventions financières établies avec des communes pour la pose de réseau pluvial, ainsi que des locaux mis à disposition du SDEA, le tout sera transféré ou repris par la CCPB. La valeur nette comptable des biens mobilisés sur le service est estimée à 48,3 millions d'euros. Les 24 emprunts en cours représentent un capital restant dû au 1er janvier 2024 estimé à 5,6 millions d'euros. Et les charges financières associées sont évaluées à 147 800 euros pour l'exercice 2024. Et enfin, les charges d'exploitation directe du service de la CCPB s'élèvent à 2,1 millions d'euros, et dont 600 000 euros de charges de personnel identifiées par le SDEA. Alors le SDEA précise qu'une équipe de 21 agents sont sur le service de la CCPB, mais d'après l'étude, le SDEA ne mentionne pas explicitement plusieurs détails les concernant, notamment leur statut. En cas de retrait, la CCPB devra disposer de ces détails pour lancer les recrutements nécessaires. Alors comment était l'ambiance durant les échanges ? Assez tendu, je dirais. Plusieurs élus communautaires ont vivement réagi à cette étude et sur ce point,
Plusieurs attaques ont été dirigées vers le président David Suc concernant l'état des relations entre la CCPB et le SDEA. Je ne vais pas pouvoir résumer plusieurs heures d'échanges, mais vous montrer quelques-uns. Tout d'abord, l'intervention du maire de Walchbronn qui a fait part de son inquiétude sur le manque de visibilité après la présentation de l'étude. Je pense qu'on manque vraiment de clarté pour dire la structuration à court terme et à moyen terme, surtout sur le long terme, c'est peut-être plus compliqué. Comment est-ce qu'on va fonctionner? C'est trop léger, il n'y a pas de concret. Et ça, on prend un gros risque de s'engager. En tant qu'élu, je ne m'engagerai pas du tout dans une démarche où on ne sait même pas où on va. Et on pourra bien dire derrière, oui, on va faire, mais il n'y a aucun chiffre au tableau sur un plan pluriannuel par rapport aux investissements qu'on veut faire. Donc l'étude de structuration que vous évoquez, c'est celle qui a été présentée l'année dernière. Ce soir, c'est en conséquence l'étude d'impact qui vise à recenser, conformément à la réglementation, avant que vous ne délibériez sur un retrait ou un non-retrait, les impacts poste par poste du retrait. Nous avions validé un budget d'investissement de 3 041 000, avec en face les recettes. Les recettes n'ont pas diminué, mais les investissements n'ont pas été réalisés. Et il ne convient pas aujourd'hui de définir de nouveaux investissements ou un nouveau tarif, c'est simplement appliquer ce que nous avons voté à l'unanimité et ce que nous attendons depuis 2021. Depuis le 17 mars 2021, le SDEA nous demande de délibérer pour sortir, et à chaque fois, on avait dit, on a besoin des éléments. Lorsque nous avons délibéré le 8 novembre de l'an dernier, c'était pour avoir les éléments pour conduire cette étude d'impact. On a quasiment attendu 1 an. On n'est pas là en train de changer un système technique qui fonctionne. On l'a toujours dit. Ce qui ne fonctionne pas, c'est la gouvernance. Que nous décidions en 2021 de voter les budgets. À l'unanimité, vous avez participé. Je pense que c'est une des rares fois où nous avons voté à l'unanimité un budget. Pourquoi ce budget n'a pas été exécuté? On parle de rigueur, on parle de contrat moral, on parle de respect du vote. Ce budget n'a pas été exécuté dans son investissement, mais dans la prise de redevance, il a été exécuté. Et sur le point où on a besoin de visibilité, laisser à la régie le soin, ensuite, de travailler et de valider tout ce qu'on a prévu au travers des budgets qu'on a déjà validés. Regardez, lorsque nous avons validé ce budget à l'unanimité en 2021 pour le budget 2022, il n'a pas été exécuté. Et on l'a validé. Et lorsqu'on ne valide pas un budget, notamment l'augmentation de 36% des augmentations, ça a été appliqué. Ça veut dire que le SDEA aujourd'hui applique ce qui lui semble bon. Parce que la vraie difficulté aujourd'hui, et cela a été rappelé par le préfet, c'est que la commission locale n'a aucune capacité de décision. Et on est dans cette démarche qui est la nôtre de permettre à ce territoire de retrouver des leviers d'action et de décision. Dans ces échanges, Francis Vogt est aussi intervenu dans le débat. On parle des investissements. Les investissements, le SDEA n'a rien fait. Les élus n'ont rien à dire. Ce n'est pas les élus qui décident localement, c'est au niveau de Strasbourg que ça se décide. De 2014 à 2020, tout s'est décidé à Bitche au niveau de la commission locale. Tout. 10 millions d'investissements. Là où ça pêchait souvent, c'est les subventions. Et quand vous dites que le SDEA ne suit pas ou n'exécute pas le programme, moi je veux bien. En 2021, vous avez voté et vous vous dites qu'ils n'ont pas fait le programme. En 2021, ils n'avaient pas les subventions en face. Donc un programme, un budget voté sans subvention, personne ne travaille, personne ne fait les investissements. Et aujourd'hui, on reproche au SDEA de ne pas faire les investissements alors que le budget n'a même pas été voté. Je pense qu'aujourd'hui, revenir en arrière, ce serait un grand tort pour les territoires. On est en train de faire l'avocat d'une structure qui a marché de 2014 à 2020. Bien sûr, il y avait des discussions sans problème. Et là, aujourd'hui, on nous explique que ça ne fonctionne pas. Et là, on est en train de détruire ce qui va bien au détriment, bien sûr, d'une personne, des personnes, c'est les contribuables. Lorsqu'on évoque évidemment le passé, lorsque vous évoquez le manque de subventions, la notification la subvention du département
Elle vous a été envoyée le 5 juillet 2019 suite à une décision de la commission permanente du 24 juin 2019. Je suis devenu président de la commission locale en octobre 2020. Mais pourquoi n'avez-vous pas dépensé cet argent? Parce qu'on l'a dépensé à Épin, on aurait pu dans la même lignée dépenser dans les autres communes. Premier point. Donc il n'y a pas de problème de subvention. Il n'y a pas de problème de subvention. Le département a fait son travail. Plus gros dossier de subvention dans le domaine de l'assainissement que nous avons octroyé pour réaliser l'assainissement ici. C'est la commission permanente du conseil d'administration du 28 août 2022 qui demande un retrait encore une fois de la communauté de communes, et c'est dans ce cadre-là que nous avions validé un budget, on se souvient de ce vote à l'unanimité, qui a été voté le 22 novembre 2021 pour le budget 2022. Bah oui, mais c'est pour le budget 2022. Pour le budget 2022. Où nous avions validé des hausses de redevances de 2%, sur Beach et Rohrbach, le maintien des contributions pluviales sur le secteur de Beach, et en 2023, une contribution à mettre en œuvre pour 2023 sur le secteur de Rohrbach. Ça a été en partie respecté. C'est pas 2%, mais c'est 20%, et c'est pas la gratuité sur Rohrbach, c'est naturellement les 10 €. Et ensuite, on a évidemment toute la déclinaison sur le plan de l'investissement qui n'a pas été réalisée. Et vous le savez bien, nous avions validé 3,4 millions avec ce niveau de redevance. C'est 367 000 qui ont été réalisés. Enfin, je nous rappelle aux documents de la commission locale. Et je ne ferai pas l'affront de sortir les dossiers qu'on a vus et les documents qu'on a vus. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. Les commissions locales n'ont pas de rôle décisionnel. Voilà. Et ça, personne ne peut le contester. C'est le fonctionnement même et c'est les statuts du S2A. Et lorsqu'on revient ensuite au mode d'exploitation, on n'a jamais critiqué le fonctionnement et l'exploitation. La difficulté, c'est la capacité de décision. C'est de constater qu'en fonction de ce qu'on valide ou de ce qu'on ne valide pas, il y a des choses qui sont mises en œuvre ou pas. Donc il y a un choix du S2A de conduire ici les décisions qui sont les leurs. Alors il y a eu plusieurs heures de débat, de passe d'armes, et après toutes ces discussions, il a fallu passer au vote. Et oui, et plusieurs élus communautaires, dont la maire d'Enchambert, Mme Wittmann, et Jean-Paul Heitel, adjoint au maire de Beach, ont demandé à vote un bulletin secret. Résultat, 35 voix contre le retrait, 27 voix pour, 4 blancs et 1 nul sur les 67 votants. Le point est donc rejeté. La CCPB reste dans le SDEA. Et petit point concernant la régie d'assainissement de la CCPB, pour fermer ce volet assainissement, un nouveau directeur est arrivé à sa tête. Il s'agit de Henri Bube qui succède à Romuald Yayaoui. Et puis tu voulais aussi aborder un point sur la mobilité. Oui, l'amélioration de la mobilité au Pays de Beach est une préoccupation majeure pour les élus. Le conseil départemental de la Moselle et la CCPB ont passé convention pour faire une étude sur la mobilité au Pays de Beach. Le but est de faciliter les liaisons vers Metz et Strasbourg. L'étude met notamment en avant l'amélioration des lignes actuelles, créer une offre de transport sur la ligne ferrée existante, on pense à Sarreguemines Beach, Niederbronn-les-Bains avec le projet Drézy notamment, et aussi de développer les aires de covoiturage et j'en passe. Et si on revient sur l'ambiance, est-ce que tu voulais nous donner encore un détail concernant ce conseil? Un petit détail qui s'est déroulé vers la fin de séance. Un des élus communautaires et adjoint au maire de Beach qui souhaitait le vote à bulletin secret, Jean-Paul Heitel, souhaitait prendre la parole en fin de séance. Le président David Suc ne l'a pas autorisé à parler durant la séance. Il a d'abord mis fin avant de l'y autoriser. Une action dont s'est offusqué dans un mail le premier vice-président de la CCPB et maire de Beach, Benoît Kieffer. Dieu rififi à la CCPB. Merci Thibaut, c'est pas facile de synthétiser un conseil comme celui-là. Après la rentrée politique, la rentrée sociale, l'intersyndicale a appelé à une journée de grève nationale hier. Objectifs principaux, réclamer l'abrogation de la loi sur la réforme des retraites, ainsi qu'une hausse des salaires et l'amélioration des services publics. Ils étaient près de 800 à manifester dans les rues de Metz hier après-midi. Reportage de Marie Vin. Au départ de la gare de Metz, les syndicats se sont donné rendez-vous ce mardi 1er octobre pour la première manifestation de cette rentrée 2024. À se mobiliser ce jour. Une date qui n'a pas été choisie au hasard, c'est à 15h que le nouveau Premier ministre Michel Barnier a prononcé son discours de politique générale à l'Assemblée nationale.
L'occasion pour les manifestants d'exprimer de nombreuses revendications. On pense que là, si le mouvement social se fait entendre, si on a réussi à lancer un mouvement important de grève et de manifestation, on peut gagner. C'est pour marquer le coup contre ce nouveau gouvernement. Et bien sûr qu'il faudra continuer à mobiliser suivant les décisions qui vont être prises par ce gouvernement. Oui. Hausse des salaires, amélioration des services publics ou encore réforme des retraites, ils étaient près de 800 à suivre le cortège. Pour revendiquer les conditions de travail dans le secteur de la petite enfance. Vu tout ce que les gens prennent dans la tête depuis des années et vu l'orientation qui va être prise, qui ne sera certainement pas en notre faveur, c'est important de dire qu'on n'est pas content. Avec l'inflation, la vie devient impossible. Les salaires n'augmentent pas non plus, donc on est face à un gouvernement qui ne veut pas écouter le peuple. C'est très important, oui. Pour quelle raison ? Pour mon mécontentement et puis un petit peu que les Français se réveillent un peu. C'est toujours important de venir montrer qu'on est quand même là, qu'on n'est pas content. Voilà. Les yeux sont désormais fixés sur les annonces du nouveau Premier ministre. Les syndicats espèrent, eux, de nombreuses améliorations. Et parmi les annonces faites par le Premier ministre, une revalorisation du SMIC de 2% dès le 1er novembre. Il s'est dit prêt également à rouvrir les débats autour des retraites et à faire quelques aménagements, notamment concernant l'usure professionnelle, mais aussi l'égalité entre les femmes et les hommes. Après plus d'une dizaine d'années avec le même chef, l'unité opérationnelle de sapeurs-pompiers de Grau-Rederchin a changé de commandement le 1er août. La semaine dernière a eu lieu la cérémonie officielle de passation de commandement. Emilia Zéli a assisté. Depuis 2 mois, l'unité opérationnelle de sapeurs-pompiers de Grau-Rederchin a un nouveau chef. L'ancien chef d'unité Bruno Lett a officiellement passé le commandement à Frédéric Philippi lors de la cérémonie de passation la semaine dernière. Bruno Lett fait partie de l'unité depuis 1991 et en a été le chef pendant 13 ans. Après le passage en revue des troupes et le lever des couleurs, la cérémonie s'est achevée avec les discours pleins d'émotions pour certains. Je voudrais également remercier mes collègues, que dis-je, mes amis de cette unité opérationnelle exceptionnelle de Grau-Rederchin pour leur professionnalisme et leur investissement. 170, c'est le nombre de personnes venues participer à la balade gourmande d'Enchenberg, un événement organisé pour fêter un anniversaire, celui du jumelage avec la commune allemande de Hangart, signé le 6 juillet 1969. Pour les arrêts de cette balade, le comité de jumelage a voulu que les lieux aient un lien avec l'histoire. Reportage d'Emilia Zell. Le petit clin d'œil aux 55 ans de jumelage, ce sont les 5,5 km du parcours de cette balade. Le comité de jumelage d'Enchambert et Hangart a organisé une balade gourmande pour fêter l'anniversaire du jumelage avec la commune allemande. 170 marcheurs, dont environ 70 Allemands, se sont réunis samedi matin. Pour le comité, c'était important que les arrêts aient un lien avec l'histoire. On voulait faire une balade gourmande sur les traces du jumelage. Donc on voulait voir le côté non officiel du jumelage comme il était en 1969. Ce sont 2 amis, M. François Weber et M. Pirbin Raber, qui s'étaient réunis. C'était 2 anciens chasseurs qui se sont connus tout à fait de façon amicale. Et ces 2 personnes se sont souvent retrouvées à Enchenberg dans un chalet de M. Weber. Et tout simplement, on voulait faire le tour par le chalet de M. Weber et l'ancienne mairie, qui est l'école actuelle, pour là où le jumelage a été signé. Après les discours des personnalités, la chorale du village et une vingtaine d'enfants de l'école primaire d'Enchambert ont chanté des chansons en français et en allemand. Vive la Freundschaft, zusammen will Schaft, so viel gemeinsam geschafft. Vive la Freundschaft, es lebe Land. Dans la matinée a également été inaugurée la nouvelle plaque de jumelage à l'entrée du village. Dans un instant, on ouvre une page culturelle juste après les prévisions de Météo France. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat.
Bonjour tout le monde, la fin de semaine s'annonce un peu plus ensoleillée. Demain matin, quelques nuages résistent mais devraient rapidement se dissiper pour laisser place à un ciel plus dégagé. Côté température, les minimales iront de 7 à 9 degrés et les maximales de 10 à 13 degrés. Demain, nous fêtons les Gérards et il fera jour de 7h38 à 19h09. Passez tous une belle journée et à demain! Réservez votre soirée du 4 octobre pour une performance captivante à la salle socioculturelle de Götzenbrück dans le cadre du festival Euroclassique. Découvrez Con Foucault du trio Cantiga Baile où 2 musiciens et une danseuse spécialiste des castagnettes réinterprètent le répertoire espagnol et classique. Achat des billets sur ticket-régional.fr à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Bitche ainsi qu'à la caisse du soir. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus. Et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. Je suis très attentif à ma santé et je n'ai pas envie de mettre mes problèmes d'audition entre les mains de n'importe qui. Chez nous, chaque patient bénéficie d'un service personnalisé. Dans nos magasins dédiés à l'audition, notre équipe est formée pour vous accompagner dans votre parcours de soins et vous offrir un service de qualité répondant à vos attentes. Wir sind heute mitten im Wald in Mutterhuse. Bonjour, Monsieur Hammer. Es sind hier der Maire, der Chef von dem Dorf à la Saint-François, Bécasse et Aubois. Der Bécasse, das ist eine Frau, die so, weißt du, so ein bisschen so zäckiges Geld so ja. Also wir sind ja nichts über Frauen, gell? Nee. Aber ob die Männer da so kleine Schimpfwörter von die Frauen und so... Monsieur Hammer auch nicht? Gut, das schimpfen wir nicht. Es sind da nicht sehr ehrlich. Ich hätte Männer als sagen, die Alt oder die dumme Gunst. Dumme Kuh habe ich auch schon gehört. Und Freckelkrot habe ich auch schon gehört und kleine Auschkrot auch. Der Astrid Lindgren, die hat gesagt, los echt nicht unergrün, ihr Frauen, sei ihr frech und wild und natürlich wunderbar. Monsieur le Maire, Mutterhuse, da ist viel Wald. 95% comme ça, nicht nur Wald. C'est l'heure du Café Krenzel. Rendez-vous ce vendredi à partir de midi. Leur dernier concert à Sarreguemines, c'était à la veille du confinement en 2020. Dimanche, le groupe Klezmer était de retour au Casino des Faïenceries et le public était au rendez-vous pour écouter les sonorités des 5 musiciens qui apportent leur touche personnelle à la musique Klezmer. Marie-Morgane Pires a assisté au concert. C'est la 3e fois que Klezmer donne un concert ici, au Casino des Faïenceries de Sarreguemines. Le groupe de musique traditionnelle Klezmer et balkanique a été fondé en 2013 à Strasbourg. À chaque concert, les 5 musiciens partagent avec le public leur passion pour les musiques du monde, les influences latines au jazz. Des compositions parfois festives, parfois mélancoliques. Un concert proposé dans le cadre des Journées européennes de la culture juive qui a fait salle comble. Le moulin d'Eschwiller a accueilli un drôle de personnage vendredi soir. Jacques Chauveau a présenté son seul en scène, un théâtre burlesque. Plusieurs dizaines de personnes sont venues passer un bon moment. Reportage d'Emilia Zell. Le spectacle burlesque intitulé « C'est ça que moi je dis » a été écrit et interprété par Jacques Chauveau. Une quarantaine de personnes ont assisté au spectacle au Moulin d'Eschwiller vendredi soir. Le comédien interprète le personnage loufoque de Dimitri Lapouille, qui a un colocataire très spécial, Émile, le porte-manteau mangeur de flambée. Dans ce spectacle, il y a peu de paroles, mais beaucoup de rires.
Le jeu avec le public tient une place importante dans ce spectacle. Il y a beaucoup d'événements culturels dans les jours à venir, alors notez bien les dates. Le festival Euroclassique se poursuit vendredi soir à Götzenbrück avec le trio Cantiga Baile, 2 guitaristes et une danseuse sur des rythmes espagnols. Samedi soir, ce sera ambiance Claude François au Casino des Faïenceries avec le concert organisé par le Rotary Club de Sarreguemines. Le sosie de la star sera accompagné de Claudette et vous fera vibrer sur les nombreux tubes. Vauquel Avenue chante la paix dimanche après-midi à l'église de Rohrbach-Leibitsch. Un concert aux accents gospel. Les choristes et les solistes, dirigés par Patrick Hubert, seront accompagnés d'un piano et d'une batterie. Tout autre style pour la Schlapp Sauvage, qui sera en concert dimanche après-midi au Jardin des Faïenciers à Sarreguemines dans le cadre du festival Méré de Plate. L'occasion aussi de visiter le jardin et le musée du Moulin de la Blise. Et puis profitez-en, parce que comme chaque premier dimanche du mois, c'est gratuit. Pour les amateurs de musique classique, rendez-vous dimanche à 18h à Sarreguemines. L'orchestre symphonique Zar-Lorraine sera sur la scène de l'Hôtel de Ville, un concert transfrontalier avec un répertoire très varié. Vendredi à 17h, le Foyer des Lacs vous invite à partager vos passions artistiques au cours d'un café-art. Broderie, aquarelle, couture, tricot, peinture, dessin. Venez avec vos projets en cours et profitez d'un moment convivial et créatif. Demain soir, c'est la nuit du droit. Le tribunal judiciaire de Sarreguemines y participe en organisant un ciné-débat au Cinéma Forum. Pensez à vous inscrire pour assister gratuitement à la projection du film de Jeanne Herry, Je verrai toujours vos visages, consacré à la justice restaurative. Enfin, le festival du film arabe de Famex se décentralise à Sarreguemines. La soirée d'ouverture a lieu jeudi soir avec un accueil chaleureux et des spécialités à déguster. Le premier film à l'affiche, c'est Barbès, Little Algérie, et ce sera en avant-première car sa sortie nationale n'est que le 16 octobre. Les cinéphiles amateurs de sensations fortes seront ravis de l'apprendre. Le dangereux tueur psychopathe Joker revient sur grand écran après le premier film paru en 2019. Cette fois-ci, ce sera même une folie à deux. C'est le coup de cœur de la semaine de Jean-Marc Carpels, directeur des Cinéma Forum de Sarreguemines. Alors cette semaine, mon coup de cœur, c'est le premier gros blockbuster de la rentrée cinéma. On avait débuté en 2019 avec Joker, réalisé par Todd Phillips et avec Joaquin Phoenix. Et là, le Joker nous revient sur les écrans cette semaine. Joker folie à deux. Avec en plus, au niveau du casting, Lady Gaga. Lady Gaga qu'on avait notamment eu l'occasion de découvrir en tant qu'actrice pour son rôle dans Star is Born. Le premier Joker avait enthousiasmé le public et la critique, donc on est très très impatient de découvrir ce Joker folie à deux, et on se retrouve en fait quelques jours avant le procès pour les crimes commis au titre du Joker, et finalement c'est là que démarre l'histoire. L'histoire que vous aurez l'occasion de découvrir en grande partie dans notre nouvelle salle Excellence pour magnifier encore ce grand spectacle de la semaine à venir.